celui-là, voilà. Et là, c'est rouge, c'est parti. Voilà, mes chers collègues, bonjour. Nous allons commencer notre assemblée départementale. Merci à vous d'être présents ce matin. Je voudrais commencer par vous présenter les excuses de Christine Bouquin, notre présidente de département, qui est absente ce matin, et donc je la remplace provisoirement à cette place de présidente. Je voudrais vous annoncer la liste des autres personnes excusées. Donc Béatrice Loison donne provisoirement pouvoir à Monsieur Maire Duposé jusqu'à son arrivée. Donc, Christine Bouquin, présidente du département, me donne pouvoir. Frédéric Barbier, conseiller départemental, donne pouvoir à David Barbier. Monsieur Noël Gauthier donne pouvoir à Madame Magali Duvernois. Monsieur Jean-Luc Guyon, conseiller départemental, donne pouvoir à Madame Virginie Chavet. Madame Géraldine Leroy, conseillère départementale, donne pouvoir à Monsieur Claude Jeannereau. Madame Martine Voidet, conseillère départementale, donne pouvoir à Madame Christine Corrène-Gasperoni. Monsieur Bernard Barthaud, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Doubs, s'excuse, il n'est pas représenté. Monsieur Dominique Roy, président de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale du Doubs, s'excuse et n'est pas représenté non plus. Monsieur Philippe Chollet, directeur délégué à l'action territoriale, à l'action sociale territoriale, excusée également, et Madame Catherine Goyot, directrice de la jeunesse, des sports et de la culture, représentée par Madame Moureau, directrice de la médiathèque départementale. Alors, si vous le voulez bien, nous avons à valider un nouvel ordre du jour. Je vous propose d'ajouter un dossier à l'ordre du jour du Conseil départemental. Ça sera le rapport 401 intitulé « Plan de soutien à l'activité des entreprises du BTP ». C'est une proposition de prolongation et d'abondement financier complémentaire suivant l'article L. 3121-19 du Code général des collectivités territoriales. Alors, je me permets de vous signaler le caractère d'urgence de ce rapport. C'est pour ça que nous le présentons de cette manière. Et il faudrait un vote de l'Assemblée à main levée pour autoriser justement l'étude de ce rapport. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Donc, il sera rajouté à l'ordre du jour. Mes chers collègues, tout d'abord, je vous remercie de bien vouloir excuser l'absence de notre présidente Christine Bouquin et je voudrais, en notre nom à tous, lui souhaiter un retour le plus rapide possible parmi nous. J'ai en cet instant une pensée chaleureuse et amicale envers elle. Je suis par conséquent chargée de présider cette séance, ce que je fais avec la responsabilité qui m'incombe, avec l'aide de l'ensemble de mes collègues dans leurs compétences respectives. Vendredi dernier, en Gironde, à Puisseguin, un accident dramatique entre un car et un poids lourd a causé la mort de 43 personnes. Pour les victimes, pour leurs proches profondément choqués, pour toutes ces familles endeuillées, je vous invite à observer une minute de silence. Je vous remercie.
Modernité et proximité. C'est vers ces deux objectifs que tendent les départements et leurs présidents, réunis à Troyes les 14, 15 et 16 octobre dernier, à l'occasion du 85e congrès de l'Assemblée des départements de France. Sans bien sûr dresser un compte-rendu exhaustif de ces 3 journées, je souhaite revenir sur cet événement majeur. Ce congrès a été le théâtre de débats, de réflexions et d'échanges de bonnes pratiques conduites principalement autour des enjeux de l'innovation dans les départements. À l'invitation du président de l'ADF, Christine Bouquin a participé à la tribune à une table ronde consacrée précisément à ce sujet. De nouvelles perspectives ont été ouvertes. Les départements doivent diversifier leurs modalités d'intervention, adapter leur gouvernance et surtout multiplier les partenariats. Ils doivent avoir le souci d'innover par de nouvelles formes de participation ou de contribution. Trop souvent, en effet, l'innovation participe à la mise en concurrence des territoires. Or, l'innovation est d'abord une stratégie de coopération entre départements notamment, et aussi avec tous les acteurs territoriaux. C'est ce que nous mettons en place dans le Doubs avec nos voisins dans le projet du très haut débit. Chacun s'est accordé à dire que nous avons besoin des autoroutes numériques qui sont l'un des vecteurs essentiels du développement économique. C'est dans cette approche que le département du Doubs, à travers le SMIX Doubs très haut débit, a scellé fin septembre les bases d'un partenariat étroit avec d'autres départements de Bourgogne-Franche-Comté en créant une société publique locale. Nous sommes maintenant 6 départements, et bientôt 8, j'en suis certaine, à nous engager ensemble pour un investissement massif dans l'aménagement numérique. Les débats menés lors du congrès de l'ADF ont réaffirmé la double place occupée par les départements, celle d'un territoire géographique d'une part et celle d'une collectivité politique et administrative d'autre part, avec de solides compétences. Elles sont fondées sur les services à la population, c'est la notion de proximité. Ces services à la population, la lointaine région ne peut pas les porter dans le détail, et les intercommunalités en mutation ne sont pas encore suffisamment structurées. Ainsi, le département reste la collectivité la mieux placée pour un rapport privilégié avec les habitants, les communes et leurs groupements. Mais ce qui a constitué le fil rouge du congrès de Troyes et s'est révélé comme étant la préoccupation majeure de tous les présidents de département, ce sont les difficultés financières auxquelles ils doivent faire face. Force est de constater que dès à présent, plusieurs départements sont au bord de l'asphyxie financière. Ils sont étouffés par la diminution des recettes et la hausse des dépenses sociales. À la fin 2015, une dizaine de départements ne pourront plus structurellement payer le RSA et voter un budget en équilibre comme la loi leur en fait obligation. En 2016, 40 départements seront concernés et en 2017, 60 à 70 départements. Cette année, l'État interviendra, comme il l'a déjà fait, avec des mesures d'urgence, mais ce colmatage financier n'est pas viable à long terme. Il est sans doute utile de rappeler qu'en 10 ans, le coût des allocations individuelles de solidarité a augmenté de 50%. Le budget du RSA représentant à lui seul plus de la moitié de ses dépenses. La baisse des dotations, le poids des normes dénoncées dans le rapport de la Cour des comptes du 13 octobre dernier, le transfert d'une part importante de la CVAE aux régions nous pénalisent tous et peuvent nous conduire demain, nous aussi, vers une incapacité à répondre à nos missions. Dans le projet de loi de finances, la part de la CVAE perçue par les régions passerait de 25 à 50% en 2017.
Victimes de ce transfert, les départements se verraient dès lors amputés de plus de 50% de cette ressource, leur part diminuant alors de 48,5% à 23,5%, soit une perte nette de 4,1 milliards d'euros. Pour le Doubs, la perte estimée s'élèverait à 27,8 millions, auxquels il faut rajouter la baisse des dotations de l'État de, rappelons-le, 8,8 millions en 2015, en 2016 et en 2017, soit une baisse cumulée de plus de 26 millions. Participer au plan de redressement national des comptes publics est une évidence que nul ne conteste. Mais s'inscrire dans une spirale de l'antagonie en est une autre. Sur cette dernière perspective, nous nous y opposons fermement. Pour les départements les plus en difficulté, la mise en place de mesures d'urgence a été annoncée par le gouvernement. Il s'agit d'une réponse partielle de premier secours, mais nous attendons, comme tous les départements, des mesures plus structurelles et durables pour que nous puissions être en mesure d'assurer la pérennité de nos politiques. C'est tout le sens de la motion qui a été votée à l'unanimité des 101 présidents de département, toutes sensibilités politiques confondues. Elle stipule qu'à défaut de porter la nécessaire réforme des finances locales, il est attendu du gouvernement qu'il organise en priorité la recentralisation de l'allocation du RSA en laissant aux départements des recettes dynamiques. L'ADF déterminera en Assemblée générale extraordinaire avant décembre 2015 les modalités techniques et financières de cette recentralisation. Le gouvernement aura à trancher prochainement et à proposer des mesures concrètes et pérennes. Dans ce contexte, nous avons pris la décision de reporter les orientations budgétaires et le budget primitif 2016. Les difficultés financières auxquelles les départements, comme les autres collectivités, tentent de faire face, induisent pour notre pays une baisse de 9,2% des dépenses d'investissement public local. À l'occasion du 4e carrefour des maires, des élus et des agents territoriaux qui s'est tenu à Besançon fin de semaine passée, il a été constaté à quel point la Fédération du BTP, partie prenante de l'événement, comptait sur nous, élus de toute collectivité, pour maintenir un fort niveau d'investissement. Dans l'immédiat, et pour soutenir nos entreprises en souffrance, nous prolongeons, en parité avec la région et sur les crédits 2015, le plan de soutien à l'activité des entreprises du BTP. Doté de 1,6 million, ce plan permettra de générer ainsi plus de 8 millions de travaux. Il fera l'objet d'une inscription spécifique en DM3 par un redéploiement de crédits sans remettre en cause d'autres engagements. Seront éligibles les opérations pour lesquelles les ordres de service de démarrage seront impérativement compris entre le 15 octobre 2015 et le 30 avril 2016. J'en viens maintenant au sujet de notre Assemblée départementale et au point central des rapports qui nous attendent aujourd'hui, à savoir le fonctionnement 2016 des collèges, avec un budget de près de 2,5 millions d'euros, et le fonctionnement de la restauration et de l'hébergement. Je commencerai par faire un point sur l'état d'avancement du programme de modernisation et de rénovation de nos collèges. Les travaux s'achèvent au collège Diderot de Besançon. Au collège Jean-Jacques Rousseau de Vougeaucourt, ils se poursuivent à rythme soutenu. Les nouvelles restructurations et extensions de Guinemer à Montbéliard et de la Source à Mout ont débuté et s'achèveront en 2016. Les études ont été lancées pour les collèges Félix Gaffiot de Quingey, Henri Ferté à Sensé-le-Grand et Émile Laroux à Frasnes. À l'initiative de Christine Bouquin, le 19 octobre dernier, nous avons rencontré l'ensemble des élus locaux concernant le projet de construction du nouveau collège du nord de l'agglomération montbéliardaise. Des études vont être lancées à ce sujet.
Tous ces chantiers ou projets traduisent notre détermination à garantir la réussite éducative des plus de 21 000 collégiens du Doubs, de façon à ce qu'en tout point du département, urbain comme rural, leurs chances soient les mêmes. Bien travailler, c'est aussi pouvoir se restaurer dans les meilleures conditions. Dans le Doubs, 7 collégiens sur 10 sont demi-pensionnaires. Plus de 2 millions de repas sont servis chaque année dans les collèges. Le principe du tarif unique a été consolidé dans les cantines avec des prix qui restent attractifs pour des repas équilibrés. Malgré un coût de revient moyen d'un repas de 8 €, le département fait le choix de fixer un tarif unique de 3,45 € par repas afin de permettre au plus grand nombre d'accéder aux cantines. La qualité des repas est au rendez-vous et s'appuie sur le dispositif agri-local qui encourage les circuits courts entre nos producteurs locaux et le consommateur au plus proche. Prochainement, nous lancerons officiellement la mise en œuvre de ce dispositif dans les établissements en présence de notre présidente et de Béatrix Loison, qui ont pris ce dossier très à cœur, des partenaires de la filière agricole et de producteurs locaux. L'hébergement des élèves internes est également primordial. Ainsi, le 12 octobre, notre présidente a inauguré l'internat et le service de restauration du collège Montmiroir de Mèche, qui répondent désormais aux dernières normes en matière de développement durable. Je voudrais évoquer avec vous un autre sujet qui constitue un effort important pour notre collectivité, je vous le rappelle, 26,3 millions, et que nous avons jusqu'ici assumé ensemble, c'est celui de la gratuité des transports scolaires. La loi NOTRe prévoit leur transfert à la grande région au 1er septembre 2017. Nous en avons pris acte. Nous serons très attentifs à ce que la nouvelle Assemblée régionale décidera sur ce point. Enfin, s'agissant du rapport 301 concernant l'attribution des dotations de fonctionnement aux 44 collèges publics, il préfigure la volonté de la majorité de maîtriser les dépenses de fonctionnement. En effet, l'enveloppe proposée en 2016 diminue, non seulement sous l'effet de la reprise des dépenses d'énergie et notamment d'électricité, mais aussi par la révision de certains critères de calcul des dotations aux établissements, qui aboutit à une baisse de 7,8% des moyens, et ce, sans porter préjudice au fonctionnement des collèges. Nous allons maintenant procéder à l'étude des rapports de l'Assemblée. Avant cela, je voulais vous rappeler que vous êtes conviés à l'issue de la commission permanente à une présentation de la loi NOTRe réalisée par les représentants de l'Association des départements de France, ainsi qu'à la présentation par le cabinet Klopfer de l'étude financière pluriannuelle de la collectivité. Notre présidente, comme le prévoit la loi, présentera officiellement en début d'année 2016 l'analyse portée par la Chambre régionale des comptes sur les grands équilibres financiers du département du Doubs au cours des dernières années. Elle mettra l'accent à l'évidence sur les atouts de notre collectivité, en même temps que sur les inquiétudes quant à ses perspectives. Je vous remercie de votre attention. Madame Nevers. Au nom du groupe, permettez-moi, au nom du groupe socialiste et divers gauche, de souhaiter à Christine Bouquin nos vœux les plus sincères de prompt rétablissement. Je sais, nous savons tous, l'engagement au quotidien que réclame la fonction. Aussi, quelques jours de repos sont-ils parfois nécessaires pour mieux repartir ensuite et répondre avec énergie aux enjeux qui s'annoncent. Je pense notamment au budget primitif. Dans l'attente de retrouver une présidente en pleine forme, nous lui adressons nos chaleureuses et cordiales salutations.
Monsieur Delaval. Ah non. Ah. Non, c'est une erreur. Bien, je ne vois pas d'autres demandes de prise de parole. Je voulais vous remercier pour vos mots de sympathie à l'égard de notre présidente, qui lui seront transmis, à moins qu'elle ne suive en direct cette séance. En tout cas, merci à vous de partager avec elle ces moments un petit peu plus délicats. Si vous le voulez bien, nous allons commencer l'étude des rapports. Rapport 201, Fonds départemental de développement économique, le FDDE, individualisation d'aide. Et je passe la parole à Monsieur Leroux. Merci. Ah bon. Merci, Madame la Vice-présidente. Ce premier rapport 201 a effectivement pour objet de soumettre à votre approbation, au titre du Fonds départemental de développement économique, l'attribution d'une aide d'un montant de 40 000 € à la SCI des Bosquets en vue de la réhabilitation de l'agrandissement d'un bâtiment industriel destiné à la société Cheval Frères sur la commune d'École-Valentin. Alors, vous savez que le département dispose de 7 outils financiers d'aide aux projets immobiliers d'entreprise intervenant sur son territoire sous forme d'avance consolidable avec 2 systèmes qui permet effectivement de promouvoir l'emploi en accompagnant justement ces entreprises de leur développement. Il y a 2 systèmes d'aide, une avance dont le montant est adossé à la création d'emplois projetée sur 3 ans et au volume de l'investissement immobilier avec un plafond de 15%. Et pour les projets qui permettent un maintien de l'emploi sur les secteurs d'activité ou des territoires fragilisés économiquement, une allocation d'aide sous forme d'avance remboursable sans obligation de création d'emploi pour l'entreprise. Et dans ce cas, l'intervention est supérieure. Elle est limitée à 7,5% du montant de la dépense subventionnable. Elle est déplafonnée à 40 000 € par projet. Donc dans ce cadre, vous avez dans le rapport l'indication de son origine. Le conseil départemental, justement, est invité à se prononcer sur la demande de soutien financier déposée par la SCI des Bosquets pour la réhabilitation et l'agrandissement d'un bâtiment industriel destiné à la société Cheval Frères. Cette société, qui est déjà très ancienne, créée en 1848, qui s'est transformée en société Cheval Frères en 1994, fait partie d'un groupe important qui s'appelle IMI, Industrie et Micromécanique Intervention. C'est un groupe familial fondé en 1987 et qui regroupe 7 sociétés spécialisées dans les microtechniques et la fabrication de composants et produits pour les industries du luxe. La difficulté, c'est que le 23 janvier 2014, un incendie a eu lieu dans l'entreprise. La structure du bâtiment a été fortement touchée, sur plus de la moitié de sa superficie, et l'entreprise a décidé, fort de cette mauvaise nouvelle, d'engager un important programme de travaux et d'amélioration de ses locaux et d'optimisation de son activité. Ainsi, le projet, c'est une demande de soutien financier au titre du FDDE sur un terrain d'une surface de 12 000 € et d'un bâtiment de 5 800 m² pour qu'elle conserve une partie de ses locaux existants et réhabilite la zone de production n'ayant pas été affectée par l'incendie. Très précisément, un bail commercial a été conclu avec la SCI des Bosquets et la société Cheval Frères. La société Cheval Frères, nous vous donnons l'indication, emploie environ 145 équivalents temps plein. Et le chef d'entreprise s'est engagé à maintenir l'activité dans le bâtiment, objet de l'opération, sur une période de 10 ans à compter de la date d'achèvement des travaux. Le coût des travaux, vous l'avez vu, est colossal, 4 563,362 millions, et sera financé par des prêts bancaires. L'assiette éligible est à peine inférieure. La société Cheval Frères a également sollicité le concours de la CAGB au titre du Fonds d'intervention économique pour un montant de 75 000 €. Le conseil communautaire ayant émis un avis favorable lors de sa session du 24 septembre dernier. Voilà dès lors la proposition d'individualisation. Bien évidemment, ce projet d'immobilier va permettre de maintenir les emplois existants. L'intervention donc est limitée à 7,5% du montant de la dépense et c'est une aide de 40 000 € que nous vous proposons sur ce point d'individualiser. Je vous en remercie. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Donc, qui est contre? Qui s'abstient?
Eh bien, je vous remercie. Rapport 301, fonctionnement 2016 des collèges publics. Madame Rochebaud. Merci. Donc, le rapport 301 concerne les dotations de fonctionnement pour l'année 2016 pour les collèges publics. Et ce rapport donc, propose d'arrêter le montant de la dotation de fonctionnement à un montant de 2 287 211 €, auquel se cumule la subvention spécifique pour l'enlèvement des ordures ménagères de 155 535 €, pour un total de moyens alloués pour le fonctionnement de 2 442 746 €. Donc, vous avez pu découvrir à travers le rapport, qui est assez dense, tous les détails. Et pour la présentation, je vais opter pour une présentation un petit peu synthétique. Donc, comme l'année précédente, les moyens alloués pour l'enlèvement des ordures ménagères sont extraits de la dotation globale universelle afin d'en flécher l'inscription au budget des collèges. Et c'est pourquoi la structure du présent rapport prévoit sous l'appellation générique totale des moyens alloués pour le fonctionnement 2016 la dotation globale de fonctionnement cumulée à la subvention spécifique. L'évolution 2015-2016 met en évidence une baisse apparente du total des moyens alloués pour le fonctionnement de moins 35,98%, total de la dotation globale de fonctionnement et de la subvention spécifique au titre de l'enlèvement des ordures ménagères. Cette tendance ne représente pas une diminution des moyens dédiés au fonctionnement des collèges publics, mais correspond à une nouvelle répartition de leurs crédits de viabilisation via la reprise généralisée des contrats de chauffe par la collectivité en 2016, sachant que 12% ont été repris en 2013, 47% en 2014, 52% en 2015 et on arrive à une reprise à hauteur de 89% en 2016. Dont l'électricité en 2016, mis à part les charges de viabilisation pour quelques logements de fonction. Toutefois, si la totalité des crédits de viabilisation avait été maintenue dans le calcul des moyens de fonctionnement alloués aux EPLE, c'est-à-dire hors reprise, achat d'énergie par la collectivité, les moyens de fonctionnement 2016, dont subvention et avant ajustement, seraient en hausse de 1,3% par rapport à celle de 2015. En définitive, l'économie générale estimée pour 2016, après prise en compte des données budgétaires relatives à la restauration retenue et des données connues à la rentrée scolaire 2015, est de 183 921 €, soit 7,8% du total de la dotation de fonctionnement 2016. En ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement, donc le montant global 2016 s'élèvera à 2 287 211 € et s'élevait à 3 622 817 € en 2015. Cette diminution s'explique, comme je l'ai dit précédemment, par le fait qu'à compter du 1er janvier 2016, la collectivité prend directement l'ensemble des charges de viabilisation des collèges, à l'exception de l'eau et du gaz pour certains établissements. En 2015, la reconduction du barème 2015 pour les moyens généraux et spécifiques. En application des orientations budgétaires 2015 de la collectivité en matière de dépenses de fonctionnement, le barème de calcul 2016 n'a pas été indexé sur le taux d'inflation de juin 2015. Les taux 2015 sont ainsi reconduits en 2016, soit 56,22 € par élève, 3,72 € par mètre carré de surface pondérée pour les collèges et 13,67 € par élève pour les moyens calculés au titre de l'utilisation des équipements sportifs extérieurs pour la pratique de l'éducation physique et sportive. Deux exceptions à ce principe. L'augmentation de 50% à 70% des recettes à déduire générées par la mise à disposition de locaux scolaires constatée à partir du dernier compte financier connu. Hormis pour la piscine de Clair-Soleil, où les recettes à déduire seront à hauteur de 50% des recettes générées par cette structure. La diminution de 50%, 2 € au lieu de 4 € du montant du crédit versé par élève pour les frais de correspondance et d'affranchissement en raison du développement de la dématérialisation des envois.
Au titre de la viabilisation 2016 et de la règle de neutralisation du crédit viabilisation 2014, pour la viabilisation 2016, le montant estimé est de 414 957 €, le montant initial repris par le département s'élevant à 3 395 000 €. En ce qui concerne la neutralisation du crédit viabilisation 2014, la totalité du montant du trop versé au titre du crédit viabilisation 2014 est appliquée sur la dotation de fonctionnement 2016, soit moins 56 799 €. En ce qui concerne les autres ajustements, donc au titre de l'échéancier de remboursement pluriannuel, seul le collège André Malraux à Pontarlier continue à être redevable d'annuité et le montant de l'annuité 2016 s'élève à moins 2 231 €. La dernière annuité sera prélevée sur la dotation de fonctionnement 2017. Au titre de l'application du deuxième tiers de l'avance départementale consentie à 3 collèges, la commission permanente du 30 octobre 2013 s'était prononcée sur l'octroi d'une avance globale remboursable de 25 920 € au titre du renouvellement des véhicules de service des collèges Stendhal à Besançon, René Perrot au Russé et André Bouloche à Bar. Le montant global du remboursement pour 2016 s'élève à 8 639 €. En ce qui concerne la subvention spécifique pour l'enlèvement des ordures ménagères, elle sera d'un montant de 155 535 € pour 2016, cette subvention faisant l'objet d'une subvention spécifique. À compter de 2016, il est demandé aux collèges de répartir sur leur budget ce montant en dépenses et en recettes, aux services généraux et aux services de restauration et d'hébergement, en fonction de l'estimation de la charge supportée par chaque service concerné, à l'exception des établissements ne disposant pas de services de restauration. Pour les réserves disponibles des services généraux, donc les réserves des services généraux s'élèvent à 1 757 051 € au 1er janvier 2015. L'objectif étant de diminuer dans le temps le niveau de ces réserves de fonctionnement et donc aujourd'hui, c'est ainsi que les réserves sont équivalentes à 48% des moyens 2015, dotation plus subvention spécifique pour enlèvement des ordures ménagères qui se montait à 3 665 120 €. En moyenne, les réserves disponibles représentent une somme de 40 862 € par collège. À titre indicatif, cela représentait 36 429 € en 2014, soit une hausse de plus 12% des réserves disponibles pour les établissements collèges. Il est important de rappeler que les fonds propres des collèges sont essentiellement constitués des reliquats de la dotation de fonctionnement et en particulier de la part du crédit viabilisation surévalué et maintenu en réserve au titre de la phase de régularisation lors de la neutralisation révélant un trop versé. Et le principe de maîtrise des fonds disponibles se poursuit à chaque exercice. Donc pour ce rapport 301, il est demandé à l'Assemblée donc de se prononcer sur l'attribution de dotation de fonctionnement donc pour une enveloppe globale à hauteur de 2 287 211 €, d'approuver les adaptations des critères de calcul de la dotation de fonctionnement proposées dans le rapport 301 et détaillées ci-après. Pour les moyens de fonctionnement, donc au niveau des moyens généraux, la participation à déduire au titre du service de restauration. Pour les services de restauration autonomes, au niveau des recettes de demi-pension, 14%, pour les recettes d'internat, 30%, pour les repas vendus à un autre collège, 9%, et pour les recettes des cuisines satellites, 5%. Pour les autres recettes à déduire, se prononcer sur l'application d'un taux de 70% au lieu de 50%, laissant ainsi au bénéfice des collèges 30% des recettes pour la mise à disposition des locaux scolaires, à l'exception du collège Clair-Soleil, pour la mise à disposition de la piscine intégrée, dont les recettes générées sont laissées au bénéfice de l'EPLE à hauteur de 50%, sachant que précédemment, le bénéfice de l'intégralité de la recette était retenu. Pour les moyens calculés sur la base des effectifs et des surfaces,
reconduit en 2016 le barème 2015, soit un taux de 56,22 € par élève, un taux de 3,72 € par mètre carré. Et décide de tenir compte du différentiel trop versé lors de l'examen de toute demande de moyens complémentaires formulée durant l'année 2016, dans l'hypothèse où les effectifs déclarés seraient significativement et systématiquement supérieurs aux effectifs définitifs, tout en tenant compte du montant des réserves individualisées restant mobilisables dans le fonds de roulement. Pour les moyens pour frais de correspondance, fixe le barème 2016 à 2 € par élève, compte tenu du recours massif aux échanges dématérialisés, et rappelle que les relances par courrier aux familles pour le recouvrement des coûts de restauration sont à imputer au service de restauration. Pour la part fixe, reconduit à titre transitoire en 2016 le barème 2015, soit 10 000 € par site. Pour le forfait pour l'entretien des installations et équipements, reconduit la participation de 1 900 € prévue pour l'entretien et la maintenance des ascenseurs d'accessibilité aux personnes handicapées ou des EPMR, et rappelle que l'entretien et la maintenance des monts de charge relèvent du service de restauration. Reconduit la participation à l'entretien de la piscine intégrée du collège Clair-Soleil à Besançon, correspondant à 80% du coût réel constaté N-1. Les moyens calculés pour la pratique de l'éducation physique et sportive. Reconduit pour 2016 le barème 2015, portant le taux par élève pour l'utilisation d'équipements sportifs extérieurs à 13,67 € et le barème par tranche d'effectifs pour les collèges utilisateurs d'installations intégrées ou extérieures à titre gratuit, en tenant compte du temps d'utilisation des piscines extérieures dans le volume horaire EPS. Prend en compte en 2016 les modalités de mise à disposition gratuite ou à titre gracieux pour l'utilisation d'équipements sportifs extérieurs ayant bénéficié de participation départementale à l'investissement et ayant fait l'objet de conventions. Pour les moyens spécifiques, autorise l'application des forfaits alloués aux établissements, selon le barème figurant en annexe 1. Pour les ajustements liés aux exercices antérieurs, approuve la neutralisation en ce qui concerne la poursuite du versement de la neutralisation positive 2014 sur l'exercice en vue de favoriser la cohérence budgétaire. L'examen durant l'année 2015-2016 de la neutralisation négative du collège Stendhal à Besançon en lien avec la région. Décide d'appliquer un ajustement global de moins 67 669 €, comprenant le montant de la neutralisation négative 2014 correspondant à un trop perçu, soit moins 56 799 €, le montant de l'annuité de remboursement prévu sur l'échéancier consenti au collège André Malraux à Pontarlier, soit moins 2 231 €, l'application du deuxième tiers de remboursement de l'avance départementale pour reconstitution de réserve, soit moins 5 306 €, et de l'application du premier tiers de remboursement du collège Stendhal à Besançon, soit moins 3 333 €. Pour les réserves des services généraux individualisés dans le fonds de roulement, dans le cadre des orientations à prévoir pour l'exercice 2016, il est demandé de reconduire les critères de fixation du seuil minimal des réserves disponibles de 2016 qui font l'objet d'une notification à chaque collège à l'ouverture de l'exercice budgétaire, de notifier aux établissements la nécessité de l'individualisation dans le fonds de roulement unique des réserves des services généraux et du service spécial restauration et hébergement, de fixer comme objectif que les réserves disponibles identifiées dans le fonds de roulement soient équivalentes au minimum au seuil de sécurité à la rentrée scolaire et qu'il appartient à chaque collège de s'assurer de la suffisance des crédits au regard des amortissements et des provisions devenus obligatoires, de préciser que ce seuil est destiné à assurer les éventuels aléas durant le dernier trimestre de l'année civile, au cours duquel le collège pourra éventuellement prélever en dessous de ce seuil si nécessaire. De rappeler au collège que les crédits disponibles du service spécial restauration et hébergement n'ont pas vocation à financer les besoins des services généraux et que le résultat de ce service doit obligatoirement lui être affecté. De préciser au collège que la collectivité assure un suivi des reliquats de crédit des exercices précédents figurant au dernier compte financier. De rappeler au collège de se conformer à la nomenclature départementale des activités figurant en annexe 99 lors de l'élaboration du budget. En ce qui concerne la subvention allouée au titre de l'enlèvement des ordures ménagères pour les services généraux et les services de restauration,
décide d'allouer une subvention spécifique de 155 535 € au titre de l'enlèvement des ordures ménagères, autres que générées par le service de restauration, suivant le détail par collège figurant en annexe 98. Décide que la recette et la dépense correspondantes seront inscrites au service administration et logistique et au service restauration en codification 2 REOM au budget 2016 des EPLE, conformément à la réalité des charges portées à chaque service. Pour le fonctionnement 2016 des classes relais, décide d'attribuer une subvention de 10 000 € à la classe relais annexée au collège Camus à Besançon et à une subvention de 5 000 € à la classe relais annexée au collège Loup Blazer à Montbéliard, compte tenu d'un reliquat de crédit de 4 957 €, mobilisable par le collège. Et autorise la Commission à se prononcer sur la future convention de partenariat pour la classe relais du collège Camus à Besançon en vue du déblocage de la convention, ceci pour une homogénéité entre les deux conventions qui concernent les deux classes relais existant sur nos collèges. Donc, voici pour la présentation de ce rapport. Et puis vous trouvez en annexe, notamment en annexe 1, tous les détails des éléments de calcul 2016 pour la dotation de fonctionnement. Donc, je vous remercie. Merci Florence pour la présentation de ce rapport très dense. Monsieur Nappé. Marche, oui, merci. Madame la Présidente, mes chers collègues, la baisse des dotations qui est liée à une reprise en direct des charges des collèges par la collectivité est une bonne chose. Elle avait été lancée déjà, elle se poursuit et je pense que c'est logique aujourd'hui que les dotations en faveur des collèges baissent. Il faut d'ailleurs poursuivre cette opération, on l'a évoqué en commission. Les ascenseurs, par exemple, peuvent très bien être, la maintenance des ascenseurs peut très bien être prise par le département. De même que l'augmentation des recettes lorsque les équipements des collèges sont mis à disposition, une augmentation de 50 à 70% ne nous paraît pas non plus illogique. Par contre, un point a retenu notre attention. En haut de la page 14 du rapport, il est précisé donc que le savoir nager fait absolument partie de l'obligation donc des collèges. Il y avait jusqu'à maintenant une dotation de 20 000 € qui était accordée sur l'ensemble des collèges du département. Et il est précisé désormais que le département ne verserait plus ces moyens complémentaires. On nous a précisé que les 20 000 € étaient largement insuffisants. Donc, qu'en sera-t-il aujourd'hui d'une ligne budgétaire à 0 €? Je pense qu'on va avoir quelques réactions lors des prochains conseils d'administration lorsque les collèges auront reçu l'avis de dotation. Alors, faute de revenir sur cette décision, notre groupe se verrait contraint de s'abstenir sur ce rapport. Bien, Madame Duvernois. Oui, merci beaucoup. Oui, je profite de l'étude de ce rapport pour revenir très rapidement sur le cas du collège de Betoncourt et notamment la réunion du 19 octobre. Donc, dans un premier temps, je tiens à remercier Madame la Présidente et Madame Rochebaud d'avoir été à l'initiative de cette réunion qui était, je pense, somme toute nécessaire. Simplement, il me vient plusieurs réflexions. D'une part, dans votre présentation, on ne parle plus du collège de Betoncourt, mais bien du collège du nord de l'agglomération de Montbéliard. Donc, que faut-il comprendre? Parce que, effectivement, plusieurs lieux étaient possibles pour cette rénovation ou construction du collège. Et là, lors de cette réunion du 19 octobre, un seul lieu, donc les hangars Pajol, ont été évoqués. Donc j'aurais aimé avoir effectivement confirmation notamment de ce choix définitif parce que lors de la réunion, Madame la Présidente et vous-même, Madame Rochebaud, vous avez quand même émis quelques réserves, vous avez posé des questions qui me semblent justes, notamment l'évaluation du coût de destruction et de dépollution.
Il y a aussi le problème de mutualisation du gymnase, puisqu'on pense utiliser le gymnase qui était jusqu'à présent utilisé par l'École nationale de police, mais on ne connaît pas à l'heure actuelle les horaires d'utilisation de ce gymnase. Donc voilà, j'aurais aimé que ces deux points qui ont été soulevés par Madame la Présidente soient éclaircis. Et enfin, une dernière chose, le choix de ce collège à cet emplacement-là suppose le déplacement de tous les élèves de Betoncourt, donc notamment au niveau des transports. Pour combien d'élèves de Montbéliard? Puisque le but, effectivement, si c'est d'apporter de la mixité, ce que je souhaite, quels vont être les rapports? Je pense qu'avant de prendre une décision sur le choix de construction d'un emplacement, il faut avoir toutes ces données pour permettre un meilleur choix et ne pas investir inutilement. Merci. Merci bien. Monsieur Fagot. Merci à vous. Je voudrais apporter quelques précisions et rebondir sur les propos de Monsieur Nappé concernant donc la compétence du savoir nager. Juste pour rappel, la compétence programmatique au sein de l'éducation nationale est bien une compétence d'État. Donc, si l'État effectivement souhaite en faire une priorité nationale du savoir nager, charge à l'État d'allouer les moyens nécessaires pour que les établissements puissent mettre en place cela. Et puis, pour aller un peu plus loin, cette compétence est bien issue du socle commun de connaissances et de compétences qui se trouve bien sûr dans le palier 7. Et dans ce socle commun de connaissances et de compétences, il s'agit bien aux équipes d'enseignants d'EPS de construire un projet dans lequel sera inclus la compétence du savoir nager, qui elle-même et qui lui-même, au niveau du projet, sera inclus dans le cadre du projet d'établissement et charge après aux établissements scolaires de porter et d'encourager cette compétence au regard aussi des fonds disponibles qui sont présents dans les établissements scolaires, puisque Madame Rochebose l'a rappelé, à ce jour, nous avons en moyenne quasiment 41 000 € de fonds disponibles par établissement scolaire. Donc il s'agit bien d'une compétence programmatique issue de l'éducation nationale et donc une compétence d'État. Et il ne me semble pas forcément très judicieux que ce soit la collectivité départementale qui abonde sur une compétence d'État. Ça, c'était le premier point. Et puis, dans un deuxième point, a été installée en 1986, sous la présidence de Georges Greuillot, l'aide à l'apprentissage de la natation dans les EPCI, à direction des EPCI et des communes. Cette aide à l'apprentissage et ce dispositif a été reconduit, puisque sur l'année 2014, 150 communes et 155 communes EPCI ont pu bénéficier de cette aide à l'apprentissage, ce qui fait à peu près 7000 jeunes. Donc, la collectivité départementale et la nouvelle majorité a bien sûr souhaité reconduire ce dispositif. Donc l'apprentissage du savoir nager, la compétence du savoir nager est quand même bien présente à l'échelon territorial. Et puis pour terminer, sur cette compétence du savoir nager existe également dans le palier 7 sur l'autonomie et l'initiative du socle commun de connaissances et de compétences une compétence qui s'appelle consulter spontanément une encyclopédie. Est-ce à la collectivité départementale d'acheter des encyclopédies à toutes et à tous les élèves et à tous les collégiens du Doubs pour pouvoir répondre à cette compétence? Je ne crois pas, c'est déjà fait au niveau des dictionnaires, mais je ne crois pas que ce soit à la collectivité départementale de pouvoir subvenir à toutes les demandes et à tout ce qui est porté par l'État, charge à l'État aussi d'abonder dans ce sens. Monsieur Nappé. Oui, j'ai l'impression que l'élu bisontin a pris le pas sur le principal de collège rural. Tu devrais savoir, Ludovic, la difficulté qu'ont nos collèges ruraux, d'abord pour trouver des créneaux dans les piscines et ensuite pour pouvoir les financer. Je crois qu'aujourd'hui, on va mettre en difficulté nos collèges ruraux et on ne permettra pas à nos enfants des campagnes de savoir nager. Mais ça peut être un choix. Donc, dans ce cas-là, nous maintiendrons notre abstention sur ce rapport. Madame Chavet. Concernant le collège du nord de l'agglomération de Montbéliard, j'étais présente avec Monsieur Guillon à cette réunion
Et il me semble que déjà, la conclusion de cette réunion a été la mise en œuvre d'une étude de faisabilité du collège. Donc, effectivement, pour répondre à votre question, vous étiez présente, vous l'avez entendu, l'étude de faisabilité va être faite. Deuxièmement, concernant les lieux, il me semble que les 3 ont été évoqués et que le dernier qui a été proposé permettait d'éviter certains travaux, comme notamment la viabilisation, il me semble. Et en plus, permettait effectivement une mutualisation de certains équipements, dont le gymnase. Bon, les mutualisations, il me semble aussi que Madame le maire de Montbéliard a bien dit qu'elle étudierait et qu'elle s'assurerait que la mutualisation soit possible. Et sachez qu'à Montbéliard, il y a des mutualisations de collèges qui fonctionnent, de gymnases qui fonctionnent déjà très bien, notamment le gymnase de la Lisaine. Concernant le lieu, l'étude qui avait été faite précédemment, il y a plus de 10 ans, et qui n'a pas été mise en œuvre au cours de la précédente mandature, était à au plus 500 mètres de distance. Donc, quel est le problème au niveau de la distance entre le lieu proposé sur lequel l'étude va être faite et l'ancien lieu ? Madame Rochebeau. Merci. Donc, voilà. Tout à l'heure, l'on évoquait le savoir nager. Donc, je tiens à préciser également qu'aujourd'hui, nous avons besoin de beaucoup de lisibilité au niveau des dotations de fonctionnement qui sont allouées au collège, notamment dans le cadre où nous sommes aujourd'hui dans la mise en place de la loi Peillon qui a été mise en place en 2013 et que nous sommes également concernés par la loi de la réforme des collèges. Donc cette ligne de 20 000 € qui ne suffisait pas à répondre à toutes les demandes nous permettra d'avoir plus de lisibilité au niveau des dotations de fonctionnement des collèges. En ce qui concerne le collège de Bettoncourt, je crois que la seule chose à retenir, c'est que nous sommes d'accord, après la réunion qui a eu lieu lundi dernier, de nous engager sur une étude de faisabilité. Donc aujourd'hui, je dirais que rien n'est arrêté et que c'est l'étude de faisabilité qui définira si tout est possible à niveau des différents points qui ont été soulevés, que ce soit les transports scolaires, que ce soit la mutualisation des locaux. Et aujourd'hui, rien ne peut être dit tant que cette étude de faisabilité n'a pas été menée. Donc voilà les points que je tenais à apporter par rapport aux éléments qui ont été soulignés. Merci. Merci Florence. Merci Florence. Voilà, moi je voulais saluer en tout cas les dialogues qui ont eu lieu entre les élus locaux, les élus départementaux concernant ce dossier. Effectivement, il semble quand même qu'il y ait un consensus qui est en train de s'installer, moyennant les études qui doivent confirmer effectivement la possibilité d'implantation de ce collège et puis bien sûr tout ce qui en découle. Si vous voulez, nous allons mettre ce rapport aux voix. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Ce rapport est adopté à la majorité. Rapport 302, Collège, fonctionnement de la restauration et de l'hébergement. Madame Rochebeau. Merci. Donc, sur ce rapport qui est également dense, je procéderai par une présentation synthétique également au niveau de la tarification donc 2016 de la restauration et de l'hébergement dans nos collèges. À la rentrée 2015, les collèges du Doubs accueillent un peu plus de 15 000 demi-pensionnaires. Pour les 42 collèges du Doubs dotés d'un service de restauration et d'hébergement, celui-ci fonctionne sur 44 sites, dont 36 sites de fabrication et de service des repas, parmi lesquels 5 disposent d'un internat.
Pour l'année 2014, cela représente 2 031 886 repas servis en collège, élèves, commensaux et hébergés, y compris le collège de Saint-Vite. En ce qui concerne la tarification en matière de restauration, c'est une mission de service public qui appartient désormais à la collectivité de rattachement dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004, acte 2 de la décentralisation. À ce titre, la collectivité territoriale fixe les tarifs de restauration et d'hébergement suivant le principe d'égalité des tarifs pour les différents types d'usagers qui s'apprécient au niveau départemental. Sur la base des comptes financiers 2014, le coût moyen de fabrication d'un repas hors frais de personnel et d'amortissement est de 3,75 €. Il était de 3,66 € en 2013, soit plus 2,46%, dont 2 € pour l'achat de denrées. Le tarif unitaire 2015 du forfait 4 jours, tarif de référence départementale, était de 3,45 €. À titre indicatif, le tarif unitaire du forfait 4 jours proposé en 2015-2016 dans les collèges privés en moyenne de 5,76 € oscille entre 5,06 € et 7,08 €. En ce qui concerne l'orientation 2016 en matière de tarification, vu l'amélioration significative de la situation financière des budgets de la restauration et de l'hébergement des collèges à la clôture de l'exercice 2014, l'équilibre de certains d'entre eux restant toutefois à réaliser, vu les perspectives économiques 2016, vu que l'équilibre de ces budgets sera assuré soit par une subvention d'équilibre du département, soit par une augmentation des tarifs, vu la part des dépenses non couvertes par la compensation de l'État restant à la charge de la collectivité au titre du fonctionnement du service de restauration et d'hébergement, il est proposé d'augmenter la tarification en 2016 et de revoir pour 2016 la répartition de l'effort entre la collectivité et les usagers du service de restauration et d'hébergement comme suit. D'appliquer une augmentation de 3% au tarif 2015 de tous les usagers du service d'hébergement. Cette évolution tarifaire garantira la qualité des repas en permettant aux établissements de consacrer en moyenne un crédit nourriture d'au moins 2 €. En effet, la collectivité encourage les établissements à améliorer la qualité des prestations en ayant recours à des produits issus de circuits courts et de proximité, on a évoqué tout à l'heure agri-local, et éventuellement bio, mais dans une mesure raisonnable pour garantir l'équilibre financier du service de restauration. Les collèges sont dans ce cadre invités à recourir le plus largement possible à la plateforme agri-locale pour l'achat de produits locaux. Concernant les participations à déduire, d'arrêter pour 2016 les taux appliqués pour le calcul des participations à déduire des dotations de fonctionnement 2016 à 14% pour les recettes de demi-pension, 30% pour l'internat, 9% pour les repas vendus à un autre collège et 5% pour les recettes des cuisines satellites. Concernant les contributions entre services en 2016, d'arrêter le principe d'aligner les taux de contribution entre services sur les taux retenus pour le calcul des participations à déduire 2016. Les taux de contribution entre services ne seront plus votés par les conseils d'administration, mais devront respecter les taux de contribution notifiés par la collectivité. Concernant le reversement à la collectivité, d'arrêter le barème applicable aux recettes du service de restauration pour le calcul du reversement à la collectivité en fonction du nombre de repas servis, avec un taux fixé entre 22,5% et 24,5%, à l'exception des cuisines satellites et cuisines centrales. Il est proposé pour les tarifs 2016, pour les élèves, pour le collégien demi-pensionnaire, un tarif unitaire du forfait 4 jours de 3,55 €. Pour le collégien prenant un repas occasionnel, un tarif de 5,30 €. Pour le collégien interne, un forfait de référence de 4 nuits de 1 447,90 €. Pour les commensaux personnels et hôtes de passage, personnel technique 3 €. Personnel administratif de surveillance et assistant de service social 3,80 €. Personnel de direction, d'éducation, d'orientation, enseignants, infirmiers et médecins scolaires 5,40 €. Pour les hébergés des classes externées autorisées dans le cadre d'une convention,
sachant que les hébergés des classes externées sont accueillis dans la mesure des capacités d'accueil des établissements et des capacités à fournir le nombre de repas suffisant. Pour les élèves hébergés, leurs enseignants et leurs encadrants, les tarifs applicables en 2016 restent alignés sur ceux arrêtés pour les différentes catégories d'usagers du service départemental d'hébergement. Pour les hôtes de passage, 7,95 €. Pour les hébergés extérieurs du premier degré autorisés dans le cadre d'une convention, d'autoriser les hébergés en provenance du premier degré à prendre leur repas au tarif unique pour 2016 à 4,65 €, avec l'objectif d'atteindre au 1er janvier 2019 le montant du tarif d'un repas occasionnel pris par le collégien. De maintenir en 2016 pour les collèges de l'Isle-sur-le-Doubs, Rougemont et Le Russey le principe d'un abattement spécifique fixant le prix du repas à une tarification identique à celle retenue en 2016 pour le tarif unitaire du forfait 4 jours d'un collégien, soit 3,55 €, prenant en compte la participation des communes à l'investissement. Les hébergés lycéens du site Albert Camus, hébergés au collège Anatole France à Bettoncourt, d'entériner les tarifs proposés dans le respect des orientations notifiées par la région pour la tarification 2016 de l'hébergement de ces lycées. Pour les repas fabriqués en liaison par le collège d'Audincourt, de reconduire en 2016 le prix de vente du repas vendu aux cuisines satellites des collèges de Blamont, d'Hérimoncourt et de Soloncourt, actuellement fixé à 3 €. Pour les repas fabriqués en liaison ou servis par le collège de Morteau, site Villers-le-Lac à destination du premier degré, un tarif de 4,30 € en appliquant l'augmentation de l'ordre de 3 %. Donc, il est proposé à l'Assemblée de prendre acte du bilan 2014 de la restauration et de l'hébergement et de l'avancement 2015 du projet de restauration, d'approuver selon les conditions exposées dans le présent rapport la poursuite des 5 axes d'intervention du projet départemental de restauration scolaire. En matière d'égalité d'accès des usagers, de confirmer l'orientation définie par la collectivité de rattachement en l'absence de texte réglementaire relatif aux prescriptions alimentaires des différentes confessions en matière de restauration collective dans le respect du principe de laïcité. En matière de tarification 2016 de la restauration et de l'hébergement, de se prononcer sur la tarification qu'il est proposé d'appliquer en 2016 à la restauration et à l'hébergement dans les collèges publics du département dans les conditions suivantes. Pour la restauration des collégiens hébergés en collège public, arrête pour chacun des 5 forfaits de demi-pension un tarif unique comme ci-après. Pour le forfait 5 jours, 543,60 €. Le forfait 4 jours, 511,20 €. Le forfait 3 jours, 460,08 €. Le forfait 2 jours, 338,40 €. Le forfait 1 journée, 185,40 €. Fixe le tarif unique d'un repas occasionnel pris par un collégien à 5,30 €. Pour l'hébergement des collégiens à l'internat, d'arrêter pour chacun des 3 forfaits d'internat un tarif unique. Pour le forfait 4 nuits, 1447,90 €. Pour 3 nuits, 1230,72 € et pour 2 nuits, 1085,93 €. Pour la restauration des commensaux, revaloriser comme suit les tarifs uniques d'un repas pris par ces catégories d'usagers afin de tenir compte de l'augmentation appliquée aux tarifs proposés aux collégiens. Pour les personnels techniques, 3 €. Pour les personnels administratifs et de surveillance et l'assistant du service social, 3,80 €. Pour les personnels de direction, d'éducation, d'orientation, enseignants, infirmiers et le médecin scolaire, 5,30 €. Pour la restauration des hôtes de passage, 7,95 €. Pour la restauration des autres hébergés autorisés dans le cadre d'une convention, donc pour les classes externées, élèves, personnels accompagnateurs et enseignants, d'autoriser les élèves et personnels des classes externées hébergés à prendre leur repas au tarif 2016 arrêté pour les différentes catégories d'usagers du service départemental d'hébergement. Pour les hébergés en provenance du premier degré, élèves, personnels accompagnateurs, enseignants et personnel technique mis à disposition, d'autoriser les hébergés en provenance du premier degré à prendre leur repas au tarif unique pour 2016 à 4,65 €, avec l'objectif d'atteindre au 1er janvier 2019, comme je l'ai précisé par avant, le montant du tarif d'un repas occasionnel pris par le collégien. De maintenir en 2016 pour les collèges de l'Isle-sur-le-Doubs, Rougemont et Le Russey un abattement spécifique, identique à celle retenue en 2016 pour le tarif unitaire du forfait 4 jours, soit 3,55 €, compte tenu de la participation des communes à l'investissement.
Pour la restauration des lycéens du site Albert Camus hébergés au collège Anatole France à Bettoncourt, d'arrêter la tarification suivante. Forfait 5 jours, 558 €, 4 jours, 474,30 €, 3 jours, 390,60 €, avec un ticket occasionnel à 4,60 €. Pour les repas fabriqués en liaison par le collège d'Audincourt à 3 cuisines satellites, d'arrêter le prix du repas vendu à 3 €. Pour les collèges fabriqués en liaison ou servis par le collège de Morteau, site de Villers-le-Lac à destination du 1er degré, d'arrêter le prix du repas vendu à 4,30 € et d'autoriser la Commission à se prononcer sur le contenu de toutes les dispositions nouvelles du règlement départemental du service de restauration. En ce qui concerne la contribution entre services et participation à déduire de la dotation de fonctionnement, d'arrêter les taux applicables pour le calcul des participations à déduire 2016 comme détaillé ci-après. Pour les recettes des services de restauration autonomes, la recette de demi-pension 14 %, l'internat 30 %, pour les repas vendus à notre collège 9 % et pour les recettes des cuisines satellites 5 %. En ce qui concerne les contributions entre services, d'arrêter le principe d'aligner les taux de contribution entre services sur les taux retenus pour le calcul des participations à déduire. Les taux de la contribution entre services ne seront plus votés par les conseils d'administration, mais devront respecter les taux de contribution notifiés par la collectivité. En matière de reversement à la collectivité, d'arrêter le barème applicable aux recettes du service de restauration pour le calcul du reversement à la collectivité comme ci-après. Pour un nombre de repas inférieur à 45 000, 22,5 %. Pour un nombre de repas compris entre 45 000 et 60 000, 23 %. Un nombre de repas compris entre 60 000 et 75 000, 23,50 %. Et pour le nombre de repas supérieur à 75 000, 24,50 %. Pour les cuisines satellites, 10 %. Et pour les cuisines centrales, pour les repas vendus, un taux selon le barème diminué de 10 % pris en charge par les cuisines satellites. D'arrêter pour chaque collège doté d'un service de restauration autonome le taux applicable en 2016 sur la base des repas fabriqués en 2014. D'approuver l'inscription au budget 2016 des crédits nécessaires au fonctionnement du service de restauration du collège de Saint-Vite. D'approuver les modalités de calcul et le versement des subventions d'équilibre 2016 des services de restauration et d'hébergement des collèges équipés d'une cuisine satellite, dont la liste est arrêtée en annexe 10 au présent rapport. D'approuver l'ensemble des règles budgétaires applicables au service spécial de restauration et d'hébergement, à l'affectation de son résultat et à ses réserves, et arrête les instructions et les orientations budgétaires 2016 rappelées ou décrites dans le présent rapport. En ce qui concerne ce rapport sur le service de restauration, vous avez tout le détail dans les annexes qui sont jointes. Voilà. Merci de votre attention. Merci Florence pour la présentation détaillée de ce rapport. Je passe la parole à Rémi Nappé. Ça marche, oui. Alors, l'augmentation proposée à 3 % est très raisonnable. C'est la même que celle de l'an dernier, donc elle nous convient. Je voudrais simplement rappeler donc l'augmentation de 8 % du nombre de demi-pensionnaires en 5 ans. Je pense que c'est le fruit du travail qui a été mené, en particulier sur Cantine pour tous, qui est un dispositif aujourd'hui qui permet à certaines familles d'avoir une prise en charge à 50 % du coût résiduel, c'est-à-dire une fois que les bourses d'État ont été versées. Donc certaines familles payent moins d'1 € le repas, et je pense que ça incite effectivement les parents à inscrire leurs enfants à la restauration. L'instauration également de circuits courts, avec l'expérimentation qui a été menée sur 7 collèges au cours des années précédentes, va amener, je le pense, à l'utilisation de produits locaux davantage de collèges. Et puis l'adhésion à AgriLocal, vous en avez parlé tout à l'heure, Madame la Présidente, est également une bonne chose. De même que la tarification unifiée et les plans de maîtrise sanitaire, le recrutement d'une diététicienne, tout cela en veillant bien sûr à maîtriser la dépense. C'est ce qui a été fait au cours des années précédentes. Simplement, une petite remarque, jusqu'à maintenant, le reversement à la collectivité, qui s'appelait autrefois le FARPI,
ce reversement était le même pour tous les établissements à hauteur de 22,5%. Il va être modulé, allant jusqu'à 24,5%. Je crois que c'est lié aux réserves concernant la restauration dans les collèges, donc ça ne nous paraît pas forcément être une mauvaise chose, et donc nous voterons ce rapport. Merci bien. Je voulais souligner justement le travail qui avait été fait par Béatrix Loison et Thierry Maire-Duposé justement au sujet d'agri-local, et dire aussi qu'on va essayer d'étendre justement ces circuits courts aux établissements sanitaires et médico-sociaux. On va mettre en place une réunion avec l'ensemble des directeurs et représentants de ces établissements pour essayer justement d'amplifier ces circuits courts au sein de notre département. Moyennant ces quelques précisions, je mets ce rapport aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Nous allons passer au rapport 401 que vous avez bien voulu rajouter à l'ordre du jour et je vous en remercie. Il s'agit du plan de soutien à l'activité des entreprises du BTP, proposition de prolongation et d'abondement financier complémentaire. Monsieur Alpi. Merci. Merci. Oui, il vous est présenté un rapport dans le cadre du plan de soutien à l'activité des entreprises du BTP. Je rappelle qu'en 2014, le département et la région avaient mis en place conjointement un plan de soutien destiné à soutenir l'activité des entreprises. C'était en mobilisant 4 millions d'euros. Cela a permis à 90 projets d'en bénéficier et cela a permis aussi d'engager plus de 20,6 millions de travaux. Ce sont les mêmes objets qui sont finançables, les mêmes thématiques, auxquelles on rajouterait l'eau potable, les équipements sportifs, ainsi que la rénovation et la réhabilitation de bâtiments scolaires, sous réserve que les maîtres d'ouvrage soient en mesure de délivrer l'ordre de service, c'est-à-dire les OS, de démarrage des travaux entre le 15 octobre 2015 et 2016. Ce serait pour la région et le département 1,6 million qui serait mobilisé dans le cadre de cet avenant. Je vais vous lire le projet de délibération. Tout d'abord, on prend acte de l'état d'avancement de la mise en œuvre du premier plan de soutien. On se prononce favorablement sur l'engagement d'une nouvelle phase de ce plan de soutien en incluant les thématiques nouvelles que je viens de vous rappeler. Et puis, on abonde d'une façon complémentaire à hauteur d'1,6 million à parité avec la région, et étant précisé que l'augmentation des autorisations de programme, les AP et l'ajustement de crédit de paiement seront opérés en DM3 de 2015, la DM3 de 2015, le 14 décembre prochain. On approuve l'avenant numéro 2 de la convention signée le 2 décembre 2014 à intervenir avec la région Franche-Comté pour la mise en œuvre de ce plan de soutien dans le Doubs, ceci figurant en annexe, et on autorise Madame la Présidente du département à signer au nom de cette collectivité le dit avenant et tout document nécessaire. Je vous remercie. Merci Philippe. Monsieur Jeannereau. Madame la Présidente, mes chers collègues, pendant les 11 ans où j'ai occupé le fauteuil qui est le vôtre aujourd'hui, je me suis attaché avec l'ensemble des élus majoritaires du moment à privilégier l'investissement, évidemment, dans le respect des équilibres, dans la limite des possibilités, et privilégier l'investissement, je précise, l'investissement productif, celui qui fait levier. Et ça explique cette politique, combien le département, pendant cette période, vous en avez été le témoin, s'est transformé. C'est pourquoi vous pouvez vous-même revendiquer d'ailleurs avec une fierté légitime, vous l'avez fait, Madame la Présidente, dans votre propos liminaire, le fait que le département, par exemple, mais je pourrais en prendre d'autres, sur le très haut débit, fait partie des départements les plus avancés de France. C'est pourquoi, en toute cohérence, nous nous étions étonnés, rappelez-vous, c'était le 28 septembre dernier, sur le fait que la DM2 que vous nous proposiez
soit précisément la parente pauvre sur le plan de l'investissement, puisque vous nous présentiez alors un investissement en diminution. Alors même, et c'était le paradoxe, nous l'avions souligné, que vous récupériez 4 millions d'euros d'avance sur le FCTVA, dont vous avez écrit vous-même d'ailleurs dans les rapports que vous nous aviez proposés, je vous cite, que ce FCTVA était destiné à soutenir l'investissement public local. Et vous avez décidé, c'est votre choix, à ce moment-là, d'affecter la totalité ou la quasi-totalité de cette recette nouvelle à la réduction des emprunts. Ce qui, évidemment, chacun le comprend ici, ce choix est sans effet, naturellement, sur l'activité économique et notamment sur l'activité des entreprises du bâtiment et des travaux publics qui ont grandement besoin d'être accompagnées. Alors évidemment, inutile de vous le dire, nous sommes particulièrement satisfaits du changement de cap que vous nous proposez aujourd'hui et nous sommes particulièrement satisfaits que vous acceptiez de prolonger le plan de soutien à l'activité des entreprises du BTP, dont vous avez rappelé que nous l'avions engagé avec la région dès septembre 2014. Et vous savez, en la matière, l'effet levier que j'évoquais tout à l'heure, l'effet levier 1+1, ça fait en fait à l'arrivée beaucoup plus. Et je veux en donner témoignage au travers des 2 millions d'euros que le département avait mobilisés et qui ont permis de réaliser presque 21 millions d'euros de travaux. On peut imaginer combien d'emplois, en dépit de la situation économique qui reste difficile, mais combien d'emplois ont pu être sans doute sauvés grâce à ce plan de soutien et qui est aussi, par ailleurs, assez illustratif de ce que nous avions voulu faire en direction des solidarités territoriales et en particulier de cet équilibre rural-urbain. Alors je me méfie d'ailleurs, je le dis au passage, de ce qu'a pu nous exposer tout à l'heure notre collègue s'agissant de la politique en direction des collèges. Car si demain, nous devions prendre comme élément de partition dans les choix budgétaires à faire, ce qui revient à l'État et ce qui revient aux collectivités, alors oui, nous ferons un budget 2015, j'en suis sûr, si c'est ça la ligne de partage que vous proposez, nous ferons beaucoup d'économies, mais ce sera au détriment, chacun peut l'imaginer, au détriment de l'équilibre territorial. Alors, cet engagement de la collectivité départementale auquel vous nous conviez, il est dans la suite, je le disais, de ce que nous avions engagé. Je vous invite à prendre connaissance, et peut-être aurons-nous cet après-midi l'occasion d'y revenir, je vous invite à prendre connaissance de l'étude que vient de réaliser la Direction générale des collectivités territoriales sur les budgets primitifs 2015 des départements. Elle confirme que nous sommes, nous le Doubs, au-dessus de la moyenne nationale, s'agissant de nos dépenses d'investissement en faveur du développement économique, des infrastructures et de l'aménagement. Et d'ailleurs, l'actualité nous donne souvent raison, et je m'en réjouis. La semaine dernière, à Métabier, je crois que nous avons eu la visite du président d'un département voisin de l'actuelle région Bourgogne, dont j'ai compris qu'il ne partageait pas mes choix politiques, mais en tout cas, sa visite, je l'ai prise et interprétée comme une belle reconnaissance de l'action que nous avions menée pour restructurer la station du Mont-d'Or et renforcer ainsi l'attractivité économique et touristique du Haut-Doubs. Et je crois que cette visite a permis, et il faut en remercier le président de ce département, a permis de mettre en lumière les avantages de cette politique que nous avions pu conduire. C'est pourquoi, vous l'imaginez, ce sera ma conclusion,
notre groupe votera avec enthousiasme l'abondement de 800 000 € en faveur du plan de soutien au BTP. Monsieur Gonon. Je vous remercie, Madame la Présidente. Oui, Monsieur Jeanneraud, je m'adresse, si vous voulez bien, directement à vous, puisque vous avez cité des chiffres extrêmement précis concernant les investissements que vous avez menés pendant votre présidence sur 11 ans. Moi, je vais m'appuyer simplement sur des études qui nous ont été remises très récemment, et notamment, vous avez cité celle de la DGFiP, qui a analysé les comptes administratifs sur la période 2011-2014. Je me contenterai de celle-là, mais je sais que Françoise Branger a encore d'autres chiffres qui remontent peut-être plus avant que 2011. Simplement, vous avez été confronté, comme beaucoup de départements, à une hausse des dépenses de fonctionnement, notamment tout ce qui concerne la solidarité. Et vous avez fait des choix à ce moment-là, puisque vous étiez confronté au problème de la hausse des frais de fonctionnement qui allait 2 fois plus vite que vos recettes de fonctionnement. Et moralité de cet écart qui se creusait au fil des années, vous avez fait un choix qui est un choix concernant votre capacité d'autofinancement bien sûr de vos investissements. Et le rapport de la DGFiP cite simplement un chiffre qui est celui de vos investissements 2011-2014 en chute de près de 20%. Donc quand vous nous dites « nous avons toujours privilégié l'investissement », certes, l'avez-vous peut-être voulu dans les principes, mais dans la réalité des chiffres, malheureusement, sur une période récente et courte, ils ont chuté de 20%, et sans doute sur une période plus longue, 2004-2014, ils auraient, eux, chuté de près de 30%. Donc il faut remettre les choses dans leur perspective, certes qui ne vous sont pas totalement imputables, mais la réalité aujourd'hui des chiffres va nous amener à faire des choix encore plus peut-être difficiles que ceux que vous avez faits par le passé. Moyennant ces quelques précisions, je mets... Ah, excusez-moi. Monsieur Jeanneraud. Oui, merci Madame la Présidente. Une petite précision à l'attention de Monsieur Godon. Nous aurons l'occasion de revenir sur tous les aspects budgétaires. Nous aurons notamment une occasion très privilégiée qui sera, je pense, en début d'année prochaine, la présentation du rapport de la Chambre régionale des comptes, qui est une instance, comme chacun le sait ici, indépendante, et qui aura à juger de la gestion de la collectivité pendant cette période. Vous avez dit, Monsieur Godon, une chose fort exacte, vous n'avez d'ailleurs dit que des choses exactes, mais encore faut-il, pour tirer un bilan qui soit relativement exhaustif et juste, tenir compte de l'ensemble des paramètres. Vous en avez cité certains, il faudrait en citer d'autres. Et en particulier, on apprécie de la vitalité et de la vigueur et aussi de l'ampleur d'une politique d'investissement, non pas exercice budgétaire après exercice budgétaire, mais sur la période. Et en particulier, nous avions fait, je ne veux pas refaire l'histoire, mais sur la base des constats réalisés en arrivant aux responsabilités en 2004, nous avions fait le choix d'investir massivement, les chiffres le prouvent, dans les 4 premières années de notre arrivée aux responsabilités, de façon à profondément modifier la situation de ce département qui en avait grandement besoin. Et au total, sur ces 11 années que j'évoquais, nous aurons investi près de 1,5 milliard d'euros. Imaginez de plus que les choix que nous avions faits à l'époque étaient d'accompagner les investissements qui produisaient eux-mêmes de la richesse. C'est-à-dire qu'en particulier, nous avions privilégié l'accompagnement des communes, l'accompagnement des intercommunalités, et vous le savez bien, et aussi ces investissements qui permettaient de solliciter des subventions venant d'ailleurs. Et le plus bel exemple étant évidemment le très haut débit. Voilà, donc moi je vous invite à regarder les choses sur la durée et pas seulement en prenant en compte tel ou tel exercice, parce que les exercices budgétaires
au fur et à mesure qu'ils sont construits et élaborés, ils ont aussi en effet, et vous l'avez souligné, vocation à prendre en compte le réel. Et j'ai donné en début de mon propos une précision qui me semble importante et qui ne vous a pas échappé. J'ai précisé que nous avions, avec la majorité, privilégié les investissements dans le respect des équilibres et dans la limite de nos possibilités, bien sûr. Madame Dalphin. Oui, donc je voulais revenir sur deux petits points que vous avez évoqués plusieurs reprises d'ailleurs, concernant les investissements, et puis la période actuelle, et puis aussi par rapport au collège. Donc la baisse drastique des dotations de l'État, il faut quand même en tenir compte, avec un rythme très rapide, de 8 millions d'euros en 2015, 26 dans les 3 ans à venir. Donc je pense qu'il y a un changement quand même aujourd'hui des conditions macroéconomiques. Et toute la hausse importante des charges nous oblige à une meilleure maîtrise des dépenses de fonctionnement, mais aussi, ça que vous évoquiez, une sélectivité accrue et indispensable des investissements. Donc voilà ce que je voulais rajouter par rapport aux investissements. Et puis par rapport au collège, vous êtes revenu à plusieurs reprises. Florence Rochebeau l'a bien signifié déjà une fois. La loi Payon va nous obliger donc à développer le numérique pour tous dans peu de temps. Et donc ce sont des dépenses complémentaires dont il faut tenir compte. Alors le gouvernement décide de développer le numérique, ceci sans aucun moyen alloué. Rien n'a été prévu en termes de développement des infrastructures, la formation, le développement des applications. Donc on connaît déjà des difficultés dans certains collèges liés au retard pris en équipement haut débit. Et donc voilà un des exemples de décision nationale qui impacte le budget départemental sans financement en face, sans budget alloué. Donc les conséquences financières sont importantes de ce côté-là. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Ils ne sont pas les mêmes. Monsieur Jeanneraud, d'après le règlement, vous avez droit à 2 prises de parole par sujet, si vous me permettez. J'aurais juste voulu rajouter 2 mots avant de clôturer ce rapport. Simplement dire qu'effectivement, depuis 2004, vous avez mené une politique d'investissement soutenue. Je vous rappelle quand même que vous avez pris en main un budget qui était largement désendetté, avec un bas de laine conséquent, qui était prévu justement par l'ancienne majorité pour assurer les investissements qui devaient être fait dans les collèges pour le programme collège qui était annoncé. Et la deuxième chose, vous précisez quand même qu'en DM2, il y a une inscription complémentaire en investissement de 300 000 € de subvention aux communes au titre du programme des équipements sportifs, parce que pour nous aussi, mais je reconnais comme pour l'ancienne majorité, l'investissement, et on le sait tous quand on est élu, est primordial pour développer et l'emploi et soutenir l'économie. Voilà, moyennant ces 2 précisions, je mets ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ce conseil départemental est terminé. Je voulais saluer... Ah oui, excusez-moi, voilà, je vais un petit peu rapidement. Avant de passer la parole à Philippe pour le rapport 601, je voulais saluer l'arrivée de Daniel Prieur, le président de la Chambre interdépartementale d'agriculture du Doubs, et aussi saluer, et vous m'excusez d'avoir oublié en début d'assemblée, donc la présence de M. Jean-Paul Prost, le payeur départemental, et de M. le colonel René Cellier, directeur du service départemental d'incendie et de secours par intérim. Philippe, je te passe la parole. Je remercie Madame la Présidente sur ce rapport fondamental qui rend compte des délégations de compétences données à Madame
la présidente du conseil départemental par 2 délibérations du 2 et du 27 avril. Et concernant les actions en justice engagées ou clôturées depuis le 28 septembre 2015, les marchés et avenants réalisés depuis le 28 septembre 2015 et les opérations financières relatives aux emprunts à la ligne de trésorerie réalisées depuis le 28 septembre 2015. Merci Philippe. Je mets ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà, cette fois-ci, nous avons étudié le dernier rapport. Je vous propose un quart d'heure de suspension, en tout cas d'entracte, j'allais dire, avant que nous attaquions les rapports de la commission permanente. Monsieur Marguet. Présidente, tout à l'heure, vous ne m'avez pas donné la parole quand je l'ai demandé. Alors, je voudrais la reprendre maintenant parce que donc on a parlé très longuement des collèges. J'ai été interpellé par une maman d'une commune périphérique de Besançon, donc la CAGB, qui me disait que pour ses 3 enfants scolarisés dans un collège à Besançon, elle payait 400 € donc de frais de déplacement en quelque sorte. Alors, lors d'une réunion de commission, un collègue m'a expliqué et confirmé effectivement que le département du Doubs versait à la CAGB la somme de 3 millions d'euros pour ses enfants. Malheureusement, cet argent n'est pas redistribué aux enfants, il entre dans un pot commun de fonctionnement. Alors je trouve que c'est discriminatoire, et puis là j'aimerais avoir quelques explications, et moi j'irai jusqu'à la suspension de la subvention si effectivement elle n'est pas versée. Et puis encore, si vous le permettez, une petite parenthèse avec le président, ex-président, monsieur le sénateur honoraire, cher président, j'ai suivi avec une attention particulière pendant tout votre mandat, vous le savez bien parce que j'ai intervenu souvent, et puis je me permettrai, quand il y aura la présentation du rapport de la Cour des comptes, de vous faire mes commentaires à ce moment-là. Merci. Oui, merci Alain. C'était pas du tout volontaire. Je n'avais pas vu que tu avais appuyé, sinon je t'aurais donné la parole avec plaisir. Alors 2 mots sur les transports scolaires. Effectivement, il y a une délégation de compétences à la communauté d'agglomération du Grand Besançon avec des moyens alloués à hauteur de 3 millions d'euros. Il y a la même délégation de compétences qui est faite sur l'agglomération de Montbéliard, sauf que la façon de traiter les transports scolaires n'est pas la même dans ces 2 collectivités. À Montbéliard, les enfants sont transportés gratuitement le matin et le soir pour aller effectivement dans les établissements scolaires. La politique qui est menée au niveau de la CAGB est de dire que les enfants peuvent prendre des transports aussi bien pour aller dans les établissements scolaires, mais aussi en dehors, à savoir pour les activités sportives du samedi, du dimanche, n'importe quand. Mais c'est effectivement un sujet que nous avons soulevé en bureau parce qu'on trouve anormal l'inégalité de traitement sur l'ensemble du département du Doubs concernant le transport de nos élèves, de nos enfants qui habitent aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. C'est une question que nous avons soulevée et que nous comptons bien remettre à l'ordre du jour en discutant avec le président de la communauté d'agglomération du Grand Besançon. On trouve effectivement que cette inégalité de traitement ne peut pas être acceptée sur l'ensemble du territoire et tous les candidats qui se sont présentés aux dernières élections cantonales ont bien ressenti finalement le doute dans l'esprit des parents et cette incompréhension de savoir pourquoi certains enfants payaient et pas d'autres. Donc effectivement, c'est un dossier que nous sommes en train de travailler. Tu veux... Florence, tu veux rajouter une précision ? Non, j'ajouterai simplement que dans le cadre des transports scolaires sur la CAGB, on est dans le cadre d'un transfert de compétences. Donc la compétence est transférée en totalité à l'agglomération. Voilà. Merci.
Voilà, je vous propose de reprendre la commission permanente à 11h moins 10. Je vous remercie.